Et comme nous avons le plaisir de recevoir ce soir à l'occasion de la présentation, de la sortie, ces tout derniers jours, du premier livre des éditions de la librairie Tropique, nous avons évidemment l'avantage, le privilège de recevoir non seulement l'auteur éminent, Alain-Georges Leduc, son préfacier, Oliver Brax, et accessoirement le postfacier, votre serviteur. Donc voilà, vous avez l'équipe au complet pour cet événement majeur que, en revanche, je vais laisser les deux auteurs principaux se charger de vous donner envie de découvrir et de lire. À vous. Merci à vous d'être venus. Salle comble ce soir, on n'en doutait pas. Plus fort derrière, on me dit. Plus fort du volume. Comme le disait Dominique, on est ravis à deux titres. Premièrement, puisque c'est la première soirée qu'on anime non seulement en tant que librairie, mais maintenant maison d'édition. Et aussi puisque notre éminent invité, Alain-Georges Leduc, revient parmi nous. Il était déjà venu il y a quelques années. Alors Alain, choisissez votre arme, critique, historien de l'art, romancier, biographe de Roger Vaillant, Octave Mirbeau, Gaston Coutet, qu'il était venu présenter ici, Gauguin, journaliste, enseignant aussi. Mais ce soir, ce sera surtout l'historien de l'art qui va vous parler. Et il sera question de d'Yves Klein, figure éminente de l'art contemporain, s'il en est, à propos desquels notre invité a trouvé des éléments qu'on n'a pas vraiment l'habitude de lire, surtout à son propos. Et c'est ce qui, à mon avis, je voulais commencer par ça, fait l'intérêt du livre. Au-delà, je m'en doute, vous vous intéressez sans doute à l'art, à l'esthétique, à la politique. Mais plus généralement, c'est un livre qui me semble intéressant dans la mesure où il y a question beaucoup d'historiographie. Il y a une expression anglaise où on dit que si vous dites de quelqu'un ou vous lui faites une réputation de lève-tôt, il pourra dormir jusqu'à midi. C'est exactement ce qui se passe en histoire quand on fait un travail à partir de seconde main et qu'on brosse dans le sens du poil. On ne trouvera pas ce que vous trouvez là-dedans, à savoir des documents édifiants que Alain a trouvés sur la vie de ce monsieur K qu'on voit sur la couverture. Je le montre pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Et je fais de la retape à peine dissimulée. Le prochain ouvrage que l'on va publier sera de Veni Vidi Vici, de son titre, de Raymond Brugère, une réédition avec tout un appareil critique et une présentation d'Annie Lacroix-Ry, ce qui me semble avoir il y a une corrélation même lointaine, puisque dans des livres, deux de ces livres d'ailleurs, sur l'histoire sous influence, il est à peu près question des mêmes thématiques que celles dont on va parler, à savoir comment, lorsque les sources, les archives et même la réputation auprès de l'opinion publique est préservée par des familles et toute une série d'émules, ça nous donne une histoire qui est complaisante, ce qui n'est pas exactement ce que vous a concocté Alain. Alors pour commencer, peut-être est-ce que tu pourrais nous parler du projet de livre, qui est un manuscrit. On s'est spécialisé un peu dans la maïeutique maintenant chez Tropique, entre les textes de Nicole qui étaient dans un placard pendant assez longtemps, ceux d'Alain. On a fait accoucher ces deux manuscrits. Donc voilà, dans quelle mesure ça a un lien, je vois qu'il y en a un sur la table avec tes travaux précédents. Et une deuxième anecdote peut-être à propos d'un deuxième personnage important de l'histoire de l'art au XXe siècle. J'ai nommé Salvador Dali. Alors j'ai pas la formule exacte, mais il aurait dit, en parlant d'un de ses contemporains, particulièrement célèbre également, Picasso. Picasso est espagnol, moi aussi. Picasso est peintre, moi aussi. Et génial. Et génial, moi aussi, absolument. Mais là, Picasso est communiste, moi non plus. Voilà, c'est ça. Alors à propos de Yves Klein, il aurait pu tout à fait dire Yves Klein est franquiste. Et là, ça aurait été l'occasion de dire moi aussi. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En fait, on se demande toujours dans ces cas-là par quoi commencer. Si on commence, comme disait le poète, par le commencement, on commence par les origines et construit une chronologie. Où on va y aller franchement au cœur du sujet. Et à ce moment-là, auquel cas je parlerai tout de suite du Yves Klein fasciste, que je qualifie de fasciste. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. J'ai ramené un document qui est précieux pour un certain nombre d'entre nous, qui est déjà assez ancien, qui ne figure pas dans le livre,
mais on pourra peut-être, s'il y a une réédition, le mettre. C'est un dessinateur qui s'appelle Willem, pour lequel j'ai eu beaucoup de... Oui, qui est un ami qui Voilà. nous aime bien, mais c'est ça que je t'avais demandé de m'envoyer depuis le temps. Bon, enfin bon, bref. Excusez-nous, Je l'ai retrouvé. De toute façon, Bien on n'a pas forcément... C'est une question de droit là aussi. Qui dit beaucoup de choses, quoi. Qui dit... il parle de Fontana, qui multiplie les expositions dans le monde je entier. mettrai à l'écran. Tu me laisseras. Ah, ça serait bien, oui. Et puis il parle du buste du Duce. Et là, on a des gens qui tendent le bras droit, un peu dans tous les coins. Et puis après, on a Fontana qui, lui, va faire ses fontes. Hein, c'est ce travail classique qui, comme chez Yves Klein, on verra, et tu l'as souligné, des contradictions qui font qu'il y a des choses très belles, dans le sens esthétique et philosophique chez Fontana. Mais c'est la même personne. C'est-à-dire qu'en 36-37, il fait le buste de Mussolini. Je donne la liste complète de toutes les expositions auxquelles il a participé, de toutes les sections ou les régions dirigées quasiment toutes par des fascistes, à Venise, en Lombardie, etc. Et il est la main agissante du parti. Il est membre aussi de la représentation du pavillon italien au moment de la grande manifestation en 1936, etc. Et puis après, il se découvre des origines argentines. Donc à la fin de la guerre, ça m'a mal tourné, enfin la guerre pour les Italiens. Ça tombait bien. Ça tombait bien, il a repris son ancien passeport, il est parti là-bas. Et puis là, tout à coup, il est devenu un cinétique, c'est-à-dire un abstrait pur jus. Et puis après, il s'est spécialisé dans ses travaux de lacération, avec ce qu'on peut imaginer, c'est pas inintéressant sur un point de vue, de travail sexuel. Dans mon dictionnaire là, qui circule, je donne le mot pinceau, et je donne l'origine aussi, c'est le pénis. C'est-à-dire qu'on a une fonction phallique qui s'exerce là, par le truchement du cutter ou de la lame de rasoir. Enfin, avec une très très grande violence. Là, il y a une interview de deux galeristes et d'une critique d'art consoeur qui dit « Moi, je ne peux pas parler de ce type-là, je ne peux pas exposer ce type-là, pour le mal qu'il fait aux femmes. » Et puis alors après, il y a une deuxième façon peut-être de démarrer, ce serait de parler de l'Espagne, mais juste que je parle des femmes. Ça me travaille depuis que le bouquin est revenu à la vie naturelle qu'il n'aurait pas dû finalement abandonner il y a quelques années. J'en ai poursuivi entre-temps pour travailler sur le volet allemand. Là, j'ai découvert beaucoup de choses dans les pays rhénans, là où il a fait son opéra. Mais sur l'Espagne, donc c'est le potolé, hein. C'est-à-dire que la réalité a l'air tout à coup d'arriver là avec son poids, quoi. C'est Jacques Lacan, quoi. C'est le réel, c'est quand on se tape, on se cogne sur la table, on se cogne sur le mur. Et tout à coup, moi je découvre, grâce à des archives, une carte d'adhérent et de chargé de mission du parti phalangiste espagnol au nom de Yves Klein. Bon, il est pour les Jeux Olympiques. Donc il est reconnu comme judoka, non pas comme artiste. C'est dans le livre. Tout est dans le livre. Il y a 700... Olivier m'a énormément aidé sur les notes et je remercie également notre camarade Andreas. Il y a près de 700 notes de bas de page. Ça a l'air fastidieux, mais elles sont discrètes, elles sont en bas de page. Mais elles sont impitoyables parce que voilà, tel jour, c'est dit. Quand Mibane, qui est une universitaire nord-américaine, qui travaille notamment à Columbia, va dire, voilà, je l'écris noir sur blanc, Klein est un fasciste, elle l'écrit en anglais, voilà, il manque un E, mais elle l'écrit. Quand Madame Kahn, qui a fait une de ses biographies, parle de ses rapports aux étrangers, aux immigrés, aux noirs particulièrement, c'est la phobie du noir. Bon, à l'époque, on dit du nègre. C'est-à-dire que, un exemple, il est dans son théâtre en train de travailler avec ses éponges bleues sur fond bleu, là, à Kirchen, en Allemagne. Et puis, déjà, sa très jeune femme, pas encore épousée ou à peine épousée, Rotro, qui a 19 ans, qu'il a dégoté comme fille au père chez son ami Armand. Armand, c'est aussi un des grands noms assez spectaculaires de cette période-là, l'accumulateur d'objets. Quand Rotro arrive chez lui, bon, il vivait avec une architecte assez brillante, Bernadette Alain, dont on fait référence là, et on a remercié d'ailleurs la ville pour ses recherches qui m'ont aidé. Quand il arrive à Paris, il apprend qu'une de ses modèles nus, dont on parlera ensuite, a hébergé, folle de jazz, a hébergé des gens du Jazz Messengers,
dans son appartement sans lui demander son avis. Un, faute grave. Enfin, Deux, précisons, c'était une chose assez courante à l'époque. On a les cas archi connus, ça va de Miles Davis à toutes sortes de gens très connus qui venaient se réfugier, les musiciens de jazz noir américains, y compris, comment s'appelle-t-il, le pianiste, bon bref, je remettrai ça à l'écran. En tout cas, c'était une chose courante dans ces oui, années on le voit dans 50, l'amitié avec Cortázar, qui était pour moi un immense écrivain, type vraiment formidable, qui était, on sait moins, un critique de jazz, et qui fréquentait ces Noirs américains de Paris. Cortázar ayant vécu dans le 10e arrondissement depuis les années 60. Quoi. Il est né à Bruxelles, il a été argentin, il a quitté l'Argentine pour lui aussi sauver sa peau, tenter de la sauver, bon, il a réussi. Alors, donc je reviens au Messengers, il arrive à Paris, il apprend que pendant son absence, André Cher a invité ces gens-là à dormir chez lui, rue Campagne Première. Et il dit, mais qu'est-ce que j'apprends, mais c'est scandaleux et tout. Et à ce moment-là, il demande que l'on repeigne son appartement et son atelier en blanc pour le dessalir. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de terrifiant, quoi. Et chez Klein, ce qui est formidable, c'est qu'il y a toujours plus. C'est un peu comme, je cherchais une métaphore ce matin, mais le Monsieur Plus que certains d'entre vous ont connu avec son papier cacahuète. Chacun sait que les gringos, ils essaient de faire le meilleur chocolat à la cacahuète, puis chacun sait que les Indiens, c'est quand même des types un peu douteux, puis surtout très radins, quoi. Donc il passe là, et c'est Monsieur Plus, et il donne des coups comme ça dans les sacs de noisettes pour en faire tomber davantage dans le chocolat, pour le chocolat au lait. Et c'est cette métaphore-là, chez Klein, il y a toujours un coup d'emprunt qui arrive, et tout d'un coup, on découvre quelque chose. Alors, si on y va chronologiquement, c'est une carrière très très courte. C'est-à-dire que ça commence en 56-57 et ça se termine en 62 par sa mort. 3 crises cardiaques, la 3e est fatale. Au moment où sort un film de Claude Chabrol. Parce que cette vidéo est destinée à l'éducation populaire, comme tu sais, comme toutes nos vidéos. Oui, et il y a tout un public qui, j'ai pu le vérifier dernièrement, n'a pas idée de ce qu'a été la notoriété et l'importance, je dirais au moins médiatique, commerciale et autres, la présence, l'omniprésence de Yves Klein pendant toute une période. Donc ce serait bien que tu expliques ce parcours et comment ça l'a amené là. C'est un parcours spectaculaire dans le sens double du mot spectaculaire, qui va inclure la suété du spectacle. C'est un art qui est conçu et produit pour les classes moyennes qui sont en pleine plus qu'émergence, elles sont déjà bien installées dans les 30 Glorieuses. C'est un art qui correspond au moment où je mets beaucoup l'accent, il y a des pages et des pages sur les rapports avec Restani qui sont critiques d'art. Et Restani ne gagne pas sa vie comme critique d'art au début. Il le gagne très tardivement en étant conseiller d'un prince de la République, le plus jeune général de France à la Libération, Chaban-Delmas. Alors on a très tôt dans les années 55, l'appétence de Klein pour l'ésotérisme, et en particulier pour une secte qui dure bien, qui a beaucoup d'assises aux États-Unis notamment, mais pas seulement, en Europe beaucoup. Qui a une librairie dans le Marais aussi pour ceux qui a une librairie tout juste pas loin du Centre Pompidou dans le Marais. Ce sont les Rosicruciens. À un moment, je le dis peut-être dans la 4e de couverture, il y a Klein dit j'ai 2 livres de chevet. J'ai le grand livre du grand Rosicrucien, sur la Rose-Croix, et puis j'ai Mein Kampf. Bon, c'est pas nous qui l'inventons, c'est lui. J'ai rencontré un certain nombre de gens, de témoins qui ont connu, maintenant très très âgés, ou morts depuis que je travaille sur ce livre, qui ont connu Yves Klein, qui m'ont donné des témoignages, secteur par secteur. Donc j'y suis allé méthodiquement. Pour l'instant, je vous donne tout ça un peu en vrac, et puis après, je vais rassembler. Est-ce que tu peux juste rappeler comment Yves Klein émerge comme figure marquante de ce qu'on va appeler. Comment il émerge pour moi, je vais le dire après, mais je vais d'abord répondre à ta question. Il arrive là au moment où il y a un besoin. Et ce besoin, on l'explique bien dans ce bouquin, vous dans Propagande, ou dans pas mal de publications, grâce à des orateurs, grâce à Annie Lacroix-Rize, on sait bien, et j'en parle largement dans ce bouquin qui a été publié pour la première fois il y a une vingtaine d'années, Les mots de la peinture, le rôle de la CIA
le rôle idéologique des Nord-Américains, moi je préfère les appeler les États-Uniens, dans la fabrication d'un nouvel art plus conforme à leurs idées de liberté. Donc on est dans un art idéologique, contre tout. Alors là je schématise, mais après on pourra rentrer dans le détail si vous voulez. Publié en revue italienne, Ligeia, le dossier sur la France et le réalisme socialiste, avec tout le dossier autour d'Aragon, et tout ce qu'on sait, la crise du portrait de 1953 de Staline, et puis tous les tenants aboutissants de ce qui se tourne autour du jdanovisme, c'est évident que là, il y a un enjeu gigantesque. On a l'enjeu atomique, on a l'enjeu militaire, et on a l'enjeu idéologique et plastique. Et les États-Unis vont promouvoir à un niveau mais incroyable. Et souvent, je me dis, mais Alain, tu rêves, ou alors c'est une caricature, tu ne peux pas te laisser écrire ça, parce que ce n'est pas possible. Par exemple, en 64, quand l'art abstrait occidental, c'est-à-dire pour certains d'entre vous, les Estève, tous ces gens-là, Dostel, enfin vous voyez, tous ces grands peintres abstraits, mais européens, qui viennent de l'école de Paris, qui en participent ou qui en descendent. Quand tous ces gens-là arrivent à Venise en 64, qui est un tournant, tu vois pourquoi je te réponds avec 2 ans de décalage, on arrive à Venise, et qu'est-ce qui obtient le Lion d'or, enfin médaille d'or, le Grand Prix de Venise, c'est une art en art plastique, c'est Rauschenberg. Le Yves Klein, figure centrale de l'art contemporain en Europe et en France. Comment il arrive? Bon, tu situes le contexte qui fait qu'il va y avoir... Bon, il arrive parce qu'il y a un besoin. Beaucoup d'intérêt, il y a un marché qui est en train de se créer, il y a un marché. Donc un besoin. Il y a des marchands, il y a des galeries, il y a des galeries. Voilà. Il y a des galeries importantes, il y a des marchands. Sinon, un titre individuel aussi. Puisque là, ce que tu expliques, c'est ce qu'on voit dans les livres de Saunders, il va appartenir effectivement à un groupe, les Nouveaux Réalistes, oui. qui là, on rentre dans le détail, c'est vrai que ça prend toujours du temps, mais ils ne sont jamais tous tels qu'on les imagine aujourd'hui, tous en même temps dans le même groupe. C'est-à-dire que quand César est là, il n'y a pas forcément quelqu'un d'autre qui est déjà sorti. Ils se réunissent à la coupole, tel numéro de table, on a tous les détails, on a les témoignages des responsables de la coupole de l'époque et des garçons de café. Ce sont des gens qui n'ont pas tous la même fermeture, je dirais, par rapport à des questions idéologiques ou de sens. Par exemple, Niki de Saint-Phal, on le publie, il y a un tableau qui est violemment anti-OS, c'est violemment pro-FLN. C'est des choses qu'on ne voit pas du tout chez les autres. Bon, Armand, je me souviens d'une émission de France Culture absolument terrifiante dans laquelle il revenait du Liban, l'avant-dernière guerre, je ne parle pas de celle-ci, mais celle des années 80. Et là, il y va avec l'ambassade de France, il a une commande gigantesque. Et là, il vend très très cher des pièces pour la reconstruction de Beyrouth. Mais les ruines, ça n'intéresse uniquement que dans le cas où il puisse en faire de la reconstruction. On a en 56-58 des ruptures gigantesques dans l'axe Est-Ouest au niveau international. Et on a au niveau français un pouvoir qui va émerger, qui est en train d'agoniser. Enfin, il y a longtemps qu'il agonise, mais il agonise particulièrement en ce moment, c'est le pouvoir gaulliste. Donc tu fais des références au pouvoir gaulliste. Le pouvoir gaulliste, et notamment Chaban, vont s'emparer de gens comme Yves Klein, et très vite, Pompidou, qui est loin d'être ce qu'on a actuellement. Je ne veux pas défendre Pompidou, mais c'est pas la même classe. C'est une anthologie de la poésie dans laquelle figurent Éluard et Aragon. Bon, c'est quelqu'un qui a une culture sur les langues, comme plus tard d'ailleurs Jacques Chirac parlera le russe, apprendra des tas de langues. On va être sur des gens lettrés, une bourgeoisie lettrée, et qui collectionne. Et la compagne, surtout l'épouse de M. Pompidou, Claude, à Cajar ou ailleurs, va commander les choses. Et à l'Élysée, ils vont le meubler en design. Ils vont le meubler, et tout ça fait partie d'un mouvement général qui va accoucher, par exemple, dans le design. Là, c'est très, très, très important et très, très patent sur les TGV. Je fais parler Talon plusieurs fois, qui est un grand ami personnel d'Yves Klein, le créateur du TGV. Donc tout ça va être en naissance à la fin des années 50, au début des années 70. On a des grands commis de l'État comme Delouvrier, par exemple, qui est un des grands assistants de De Gaulle. Et là, moi je maintiens que cette thèse, que la petite bourgeoisie a besoin de valeurs, disons, un peu éclatantes, un peu pimpantes,
un peu moderne. Voilà, elle a besoin de modernité. De modernité, oui. Et il y a un marché. Et il y a un ça marché. finira d'ailleurs par nous donner le musée Pompidou. Et ça finira, exactement, tu as tout dit. Moi, j'ai plus rien à ajouter, si ce n'est que je peux y aller payer par pays. Alors Klein là-dedans, Klein dans ce mouvement-là. Klein, il est complice. Du point de vue du marché de l'art. C'est un homme, je le montre à un moment. L'art contemporain, c'est d'abord et avant tout un marché. J'ai tenté de le définir par un adjectif. C'est une vieille tentation chez les romanciers, on essaie de foutre tout le temps des étiquettes partout. Mais comme je ne suis pas Flaubert, je n'ai pas pu en trouver une seule qui soit juste et percutante. Yves Klein, c'est quelqu'un qui est faussement vertueux. C'est essentiellement... D'ailleurs, ma connaissance, maintenant j'ai répondu à comment il émerge chez moi, et comment je découvre que le petit Alain Leduc du petit lycée de campagne là-bas à Cambrai, qui n'est pas le lycée, un de ces grands lycées parisiens, ou de ces grandes... Mais où il y a des profs, notamment des profs qui ont fait la guerre d'Algérie, des gens qui nous sensibilisent. Mon prof d'histoire aussi, qui était un communiste. Mon prof à l'époque, ça fait rigoler quand on parle de ça, mon prof de lettres et de philo, c'était des gens du PSU qui descendaient dans la rue au moment de la guerre d'Algérie. Oui, bon. On est dans ce contexte-là, mais c'était des gens qui s'intéressaient. Quand en philo, j'arrive là avec mes 17 ans, et je dis au prof, on doit choisir monsieur un exposé. Je lui dis, j'ai un exposé. Il m'a regardé, il n'a même pas hésité 3 secondes. J'ai dit, je voudrais faire quelque chose sur Max Ernst. Je n'ai ramené là, Max Ernst, vous savez, les croix gammées, tout ça, et puis les monstres. Il dit, pourquoi en philo? Je dis, moi j'ai un travail d'esthétique. Il dit, parfait, tu fais ça. Et le type, il est... voilà, on a eu des rapports comme ça avec des gens qui nous ont peut-être perçus, beaucoup aidés en tout cas. Moi, je dois beaucoup à l'éducation nationale. Bon, je vois que maintenant, on est... Justement, comme on parle... J'interromps parce que, en réalité, la réponse est dans le livre et j'essaie de lui faire accoucher de ce qu'il décrit formidablement dans le livre. Avec Klein, ça devient du spectacle, avant tout. Non, mais ça devient un spectacle morbide. La caractéristique la plus frappante de Klein, c'est comment l'art devient une manière, les arts plastiques, ce qui était jadis la peinture, devient du spectacle. Ouais. Et je ne cherchais pas ça, mais je voulais le dire différemment. C'est peut-être le sens de la question de Dominique, c'est la mise en scène de sa propre personne qui joue dans sa réputation. Moi, je. Ici, c'est la mise en scène, quand il organise... alors à chaque fois, forcément, on va gratter. Moi, j'avoue, c'est des méthodes... Je suis un dingue, d'ailleurs, je fais beaucoup pour la Raison, le mensuel, je tiens des chroniques là, de la libre pensée, et je vais faire une chronique sur Simenon. Mais moi, j'utilise ces méthodes-là, des méthodes de flic, des méthodes de... voilà, on va te faire parler, oui, tu parleras. Et là, je fais parler les traces. Je le mettrai à l'écran. Quant au public, il va acheter le livre, donc il pourra vérifier. Là, vous avez Yves Klein, c'est la photo... C'est l'icône, là. Il se jette par la fenêtre. Moi, quand je suis gamin, à 17 ans, au lycée de Cambrai, je faisais les cours du soir aux Beaux-Arts, les profs, tout le monde me dit, Yves Klein, oui, on connaissait à peine. Hein. Attendez, on était en 67-68, il était mort il y a 5 ans. C'est pas la notoriété qu'il y a eu ensuite. Qui me disent, bizarre, mais c'est un type étonnant, il s'est jeté dans le vide. Mais les gens le croyaient. Moi, j'ai rencontré encore il y a quelques jours des gens qui m'ont dit, mais il s'est jeté dans le vide. Il s'est jeté dans le vide, alors c'est-à-dire que là, il y a un petit problème, parce qu'un jour, je suis au Centre Pompidou, l'expo auquel tu faisais référence, et puis je vois l'image avec le vélo. Et alors, c'est bizarre, tiens, ils ont enlevé le vélo. Bon, alors on me dirait, ça ne va pas être long, mais les images qu'on retouche, c'est coutumier. Hein. Quand on Verroggia, il pose après 52-53, il y a le gars qui s'est battu avec les armées albanaises contre le fascisme, il était à ses côtés. Mais là, il n'y a plus qu'en Verroggia. Il y a une photo célébrissime de Lénine qui est sur un angle à fou et tout, elle a été recadrée. De l'autre côté, il y a Trotsky sur un escalier. Il y a les photos célèbres dans tous les régimes politiques. Par exemple, j'ai dans ma collection de faux, parce que je donnais des cours à l'école d'art, donc je me servais beaucoup de ces documents pour les photographies, mais on a des faux, par exemple, Gallimard publie les écrits, qui a pu être vendus un jour ici, de guerre de Drieux-La Rochelle. Et il fait un voyage en Allemagne. Vous savez, il y a un certain nombre de gens qui vont en Allemagne faire les voyages, bien accueillis là-bas, bien nourris. Et où il rencontre de temps en temps Goebbels, de temps en temps certains ont la chance de rencontrer Hitler. Et là, il y a un officier nazi avec sa casquette. L'insigne a sauté. L'information, je ne la prends pas de XY, je la prends
dans un canard enchaîné qui me tombe dans les pattes. On voit bien les deux images. Et puis je vais chercher un archive, jusqu'à aller voir les archives de Gallimard, pas très content, mais bon, pour dire, à un moment, il y a bien quelqu'un qui a retouché cette image, qui ne veut pas que Drieux-La Rochelle soit identifié comme un type qui va à Berlin dans les années 30. Bon. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, on a affaire à des faux. Et à un moment, j'arrive à un chapitre complet où je parle des faux. Chez Yves Klein, des tout... faux mises en scène, hein. À la différence de ce que tu nous racontais, c'est-à-dire les fameuses retouches, l'époque Liégeoff, etc. Ce sont des faux mises en scène. C'était des mises en scène, c'est-à-dire c'est un faux, mais qui est fabriqué en tant que tel. Ouais. En tant que tel, ce qu'on dit, après je l'explique en... Désolé, je t'interromps, mais c'est une thématique récurrente, pas seulement dans ses œuvres, d'où le fait qu'on a parlé au début du judo. C'est un judoka faussaire. Il a de faux diplômes qu'il a achetés. Voilà. Et il va sans arrêt, mais il va trouver la ficelle pour s'attribuer, après un séjour au Japon de quelques mois, des diplômes. Et ces diplômes-là, ils le sont habitués, tous les noms, toute la filière, on les a. Ce sont des petits maîtres de judo japonais, qui sont, je ne sais pas s'ils n'ont pas les seku ou autres, mais en tout cas, ils n'ont pas d'argent. Et ils sont vénaux. C'est-à-dire qu'ils vendent les diplômes. Et ils donnent des diplômes. Et lui, il passe du 2e au 4e dame comme ça d'un seul coup, en l'espace de quelques semaines. Et c'est pareil partout, partout, partout. Alors c'est là où Je t'interromps une ultime fois pour arriver au bout de la réponse qui est dans le livre, encore une fois. Lisez le livre, mais là on dirait que tu fais tout pour que les gens lisent le livre, parce que tu ne veux pas révéler peut-être. Ce qui est dedans, mais c'est important pour susciter l'intérêt. Tu as dit toi-même, quand est-ce qu'il meurt, l'année de sa mort? 62. 62. Donc vous voyez, l'année de parution de la Société du spectacle de Debord. Oh bah oui, tout à fait. 67. Tout Donc, à fait. En réalité, on est exactement dans une figure de ce qui est décrit parfaitement dans le travail de Debord. C'est-à-dire, je vous le mettrai à l'écran, mais je vous invite à vous rappeler de son inversion de la formule de Hegel sur le vrai et le faux. Le faux est un moment du vrai, et c'est en rapport direct avec cette société de l'apparence, de la tromperie, etc., mais surtout de la mise en scène. Le point, c'est le premier people de l'art. Je parle sous ton contrôle. Aucun de ses compères, y compris les plus notoires comme César, Armand, tu as cité. Chaque mot, chaque expression nous renvoie vers ça. Ils sont beaucoup plus discrets que lui. Vers du faux, vers du spectacle au sens debordien du terme. Son mariage, c'est un chef-d'œuvre de spectacle. Et penser avant tout à le marchandiser, puisqu'il va aller, c'est le fameux histoire du bleu Klein. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que tu commences en comparant Klein à Dieu sait s'il était cynique, puisqu'on a ces textes pour le prouver, et généralement ces textes sont très sarcastiques, c'est ce qui fait leur intérêt, c'est Andy Warhol, qui lui était tout à fait conscient de faire de l'esbrouf pour gagner sa vie. Il se voit physiquement une fois. Warhol va voir une expo Klein. Warhol il émerge vraiment à partir de 63-64. Mais en 62, 61, il voit, il sort de là avec l'humour warholien qu'appréciera un anglais, un angliciste, et il dit that's blue. Voilà. That's blue, that's all. Everything is blue, you know. Et on est en permanence dans la fabrication. À un moment, on a mis le Picsou, j'adore cette image, qui plonge dans une piscine pleine de pièces d'or, tout ça bien sûr en bleu. Donc on a du Disney là, on a du Disney Warhol ici. avait beaucoup d'humour, hein. À l'inverse d'Yves Klein. Warhol avait de l'humour, puis bon, c'était des machines à business gigantesques. Madame Bouffarty, qui est une helléniste chez Belin, qui dirige cette collection Le Français retrouvé, on ne peut pas parler de censure, le bouquin est déjà très gros, donc il allait faire cher, donc il fallait que je fasse gaffe à ne pas trop développer. Et à un moment, elle me dit, il y a un article qui m'embête, monsieur le Duc, c'est l'article argent. J'ai failli dire, bon, comme par hasard. Et un jour, je n'ai pas été souvent à New York, mais j'y allais pour le boulot et pour écrire. Mais je suis allé, c'est-à-dire que on se lève le matin quand on est... Bon, et puis on tourne, c'est une vie on ne sait, vit jour et nuit. Et il y a des galeries ouvertes partout, tout le temps. Puis des galeries, puis des musées à plus en finir, quoi. Et je vais dans un endroit, c'était au 6e étage d'une tour. Il y avait, comme souvent dans ces grandes galeries internationales, deux grands types, comme par hasard, noirs, baraqués, et puis deux
dans la galerie, à l'étage. Donc on était protégés. Et là, je me suis passionné tout à coup pour un tableau qui était à l'angle du bureau. Et à 3 mètres de moi, il y avait la négociation. Et la négociation portait sur un Warhol, sur le prix. Combien je peux payer? Est-ce que je peux avoir que mon mari a les garanties, peut vous le payer en 2 fois ou en 3? Est-ce qu'on peut rabattre? C'est-à-dire que c'était du fric, du fric, du fric. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on expérimente avec le marché de l'art en permanence. Actuellement, on est arrivé, je donne un moment les chiffres, j'aurais pu développer, mais les grandes puissances et les grandes fortunes françaises. Monsieur Arnaud, par exemple, et son autre comparse qui sont dans la mode. Pourquoi ces gens-là, malheureusement, je relis quelques textes sur de Masaryk sur le marxisme, sur la Révolution française, et déjà ces concepts-là, ils apparaissent très nettement. Pourquoi est-ce que des gens ne se rendent pas compte à ce point? Et c'est là le problème, c'est l'interrogation. Pourquoi? C'est le pourquoi. Pourquoi Klein peut exister, existe, et que ça fonctionne. Et puis qu'on ne veut pas voir. J'ai fait l'expérience avec quelqu'un qui m'est cher, c'est une ancienne collègue, prof de philo, on a lancé une revue ensemble il y a pas mal d'années, qui a duré 8 ans. Et Sally, et trois fois, sur les diverses années, je lui ai vu, on t'a vu aussi ça sur Marguerite Duras, puis 2 ans après, je lui ai dit, tiens, t'as vu ce texte de Duras? Et finalement, je n'ai pas envie de le refaire, parce que d'abord, j'ai l'énergie, mais pour d'autres choses. Mais si je voulais faire un livre sur une biographie, je conseillerais à quelqu'un d'aller creuser sur Marguerite Duras. Parce que alors là, vous tenez le pompon. Là. Vous tenez le pompon parce que c'est quand même une femme qui écrit en 43-44 sur ce qu'elle appelle les Nyakwe. Les Nyakwe, ce sont les jeunes. Après, elle va faire une fortune sur son amant, qui est un amant de race jaune, comme on dit. Et elle va être la conseillère de Pétain sur ces questions-là. Et puis après, ça va toute une série de choses. Je ne vais pas détailler. Pensez à Liman Roménie. Pensez à ce qu'elle a dit du petit Villemain, une Mercé. C'est-à-dire que c'est la maman qui a tué le petit garçon, parce que Duras sait qu'une mère sait. Mais elle sait qu'elle sait qu'elle est coupable, forcément coupable. Alors, des cas à la Yves Klein, il y en a des paquets. Il y en a beaucoup dans l'art contemporain. Puis alors, actuellement, l'art contemporain, il est complètement phagocyté par à la fois une fumisterie gigantesque, et puis la question du faux, puis la question de ce que j'appelle le copier-coller et la citation. C'est-à-dire que on va décliner en citation quelque chose de très simple. Quand Boileau écrit, il écrit Boileau, puis après, bon, avant, il y a Malherbe. Mais quand on parle, par exemple, de certains détails sur l'art contemporain et sur qui produit quoi, comment, pourquoi, dans quel intérêt, dans quel profit, le mot profit est intéressant quand on va voir l'art contemporain, eh bien, on s'aperçoit que là, c'est quelque chose de gigantesque. La boîte de merde d'artiste de Manzoni, on l'a reproduit. Dans le livre. C'est dans le livre. Elle est connue. Moi, j'ai un... Et explique tout de même ce que ça, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est la boîte de merde de... En même année, ils se connaissent, ils sont jaloux, d'ailleurs terriblement jaloux. Manzoni, de l'autre, Manzoni veut faire un monochrome blanc, redévelopper les monochromes blancs. Là, je m'arrêterai, ça sera trop long, mais je suis obligé de faire une parenthèse, c'est que la monochromie, je m'en suis avalé des bouquins, des articles sur la monochromie dans plusieurs langues d'ailleurs, mais c'est quelque chose de terrifiant. La monochromie, quand on voyait ça du côté de la Russie, puis de l'Union soviétique, puis de l'Italie pré-fasciste, mais la monochromie, elle est partout. Elle est même en France, dans les salons dits bourgeois, inaugurés par des Napoléon III et consorts, où on va avoir des tableaux qui vont porter des titres, genre combat d'épinards dans un champ d'agrumes, bon, etc. On va être sur des... Oui, c'est les trucs d'Alphonse Allais, c'est les anémiques sous la neige, enfin des trucs de ce genre. C'est ça. Mais à l'époque, c'est une blague. Oui, absolument. À l'époque, c'est une blague. Absolument. Après, ça devient une réflexion théorique sérieux. qui va prendre d'ailleurs une dimension politique. Hein. Les Rodchenko et puis les constructivistes russes, pour beaucoup, sont alliés de la Révolution. Malevitch n'est pas... Plus que ça. Oui. Malevitch, bon, on en parlera une autre fois. Dans ton iconographie, tu fais souvent référence à Rodchenko, mais Rodchenko, c'est quelqu'un qui plaît, et qui plaît à beaucoup d'égards dans beaucoup de cadres du parti. C'était un fidèle communiste, évidemment taxé du coup de stalinien, etc.
oui, Rodchenko, oui, il était fermement, clairement, mais il n'était pas le seul. Hein, la quasi-totalité des constructivistes. Je fais la... Constructiviste. Je fais la liste de tous ceux, à différents égards, qui ont pratiqué le monochromisme dans les années, alors là je vais très rapidement après-guerre, de 45 à 55, avant Yves Klein, ou pendant Yves Klein. Oui, je précise que là, il s'agit non pas de Rodchenko, évidemment, à tout hasard, Ouais. néophyte, mais de Malevich. Voilà. La monochromie, l'allusion à la monochromie. Alors, pour moi, il y a un type qui compte beaucoup. Le fameux carré blanc sur dans l'histoire de l'art, c'est Duchamp. Dès lors où Duchamp prend cette fameuse pissotière blanche, qu'il assigne R plus loin Mut, et qu'il l'appelle Fontaine, bon, là, dans les années 1911-1917, on est sur la création des ready-made. Les ready-made, c'est-à-dire tout fait. Je vais au BHV, j'achète quelque chose, je vais chez ma marchande de légumes, je lui achète 1 kilo de bananes, je m'aperçois qu'en mûrissant, je prends une teinte intéressante, je décrète que c'est une œuvre d'art. Donc mon livre, donc ça va nourrir des pans entiers de l'art des années 60 qui émergent au moment d'Yves Klein. Mais Yves Klein, on peut très bien dire qu'il est le créateur de 36 trucs, 36 courants. Oui, mais Duchamp, un point essentiel à rappeler pour comprendre le mouvement général, nous sommes chez les marxistes, et Duchamp va émigrer aux États-Unis. Et c'est là qu'il va, comment dirais-je, avoir un rôle décisif, y compris en rapport avec ce qu'on a évoqué au début dans l'émergence de l'art contemporain, surtout donc américanisé, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, mais rappelez que Duchamp va... oui, puis sur ce même thème, notre ami Yves Klein, vous aurez tout sur ça si vous ne l'avez pas lu. Alors il me semble qu'en français il est difficile à trouver, mais le livre de Sanders, qui parle de l'art enfin de la culture et de la CIA, même pendant la guerre froide, cite un certain nombre d'expositions. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, comment s'appelle. Oui, c'était Sanders. Enfin, il y a une série d'expositions. Il montre comment la CIA inondait d'argent une revue. Ça va vous faire sourire, mais c'est comme ça, les choses retombent comme certains chats toujours sur leurs pattes. Oui. Une revue s'appelle Preuve, oui. Et cette revue elle est éditée par un brave homme politique qui s'appelle Raymond Aron. Oui. Bon. Et c'est par elle que transitent les fonds. Là on est revenu en France. Hein. On est revenu en France, les fonds de la CIA dans ces années 55-70. C'est une guerre idéologique, c'est une guerre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça parce que, de même que Rauschenberg, quand il arrive à avoir le grand prix prestigieux dans le domaine des arts plastiques, c'est l'équivalent d'un Nobel, quoi. Et comment sont arrivées les toiles de Rauschenberg, élémentaires, mon cher Watson, elles sont arrivées par les navires de la Navy, portés par des militaires sur un bateau militaire. Bon, pour écrabouiller, le choc est tellurique. Tous les grands peintres français de l'époque, les Estève, toute cette génération, l'abstraction, qui est, il faut reconnaître, déjà très très hégémonique. Mais là, elle est balayée. Elle est balayée, quoi. Alors, si on y va étape par étape, thème par thème, je t'avais dit tout à l'heure que moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup chez Klein, qui est très actuel et qui est, à mon sens, très très ordurier, c'est la manière dont il utilise et manipule les femmes. Alors là, on a affaire à des choses d'une grossièreté totale, quoi. Oui, c'est ça, mais on parle des anthropométries, pour ceux qui n'imagineraient pas. Donc en plus, il y a tout un cérémonial que tu décris très bien, avec musique, Klein en chef d'orchestre, costumé, qui ne touche pas la peinture d'ailleurs, ou seulement sur certaines photos. On a un film parodique là-dessus. Il y a un film parodique là-dessus, où des femmes sont... On en a mis quelques photogrammes. On en a mis, où des femmes sont badigeonnées de peinture, et ensuite sont littéralement, c'est plus la femme objet, c'est la femme pinceau, viennent imprimer leur empreinte sur la toile. De grandes toiles, voilà. Et ça donne l'œuvre. Exactement. Alors j'ai été des témoignages de certaines d'entre elles. Bon, on retrouve sa jeune femme là, qui va épouser, une jeune Allemande de l'Est. À un moment, elle refuse de faire ses peintures pour des raisons de santé même. Parce qu'elle ne supporte plus la couleur sur elle, et avec ses produits chimiques. Et surtout, j'ai plusieurs témoignages là-dessus. Il y a des femmes qui disent, bon, il nous prend, il nous met sur des berceaux, vous voyez, un tronc d'arbre, grosso modo, enfin un berceau régulier. On se met comme ça, allongé en position écartée. Donc forcément, il va y avoir une empreinte de la toison pubienne. Bon, il va y avoir une empreinte des seins et puis des mains, quoi, derrière.
Mais en même temps, il nous prend et puis il nous, pas de jeu de mots grossier là-dessus, mais c'est un peu ça, il nous tire sur la toile. C'est-à-dire que on est là, on est accroché, la toile est clouée, le modèle est nu sur la toile, on l'emprunte, puis après, il tire par les pieds. Et il y en a une qui explique, bon tout ça est en détail, que après elle doit partir consulter un médecin et se faire soigner, elle a les seins qui ruissellent de perles de sang, quoi. Donc on est dans une violence là aussi physique très très dure, mais on est dans une violence, je dirais, quand il la vire par exemple de Gazelkirchen, de son opéra, il voit la paix, laisse-moi travailler, fous le camp à Paris, bon, alors fous le camp à Paris, et c'est toujours la théorie de la fuite, quoi, bon, et jusqu'au jour où elle va être enceinte. Et il lui dit cette phrase magnifique, il lui dit « T'as intérêt à me faire un garçon », quoi. Donc déjà c'est des choses qu'on n'invente pas, quoi, des trucs comme ça, quoi. Alors, à un moment, elle l'enquiquine à Paris, de par sa simple présence, alors qu'ils sont ensemble depuis quelques mois, hein, et il lui dit, va chez les Norton, va à Londres. Fais de l'anglais, t'es nul en anglais, va apprendre l'anglais chez les Norton. Norton, c'est une famille un peu aristocratique, et elle part là-bas, elle fait de l'anglais, quoi, et ainsi de suite. Et en permanence, on est dans ça. Alors, à un moment, je parle beaucoup de l'attitude des franquistes vis-à-vis des femmes, je cite des textes franquistes là-dessus. Je reviens quand même à l'idée du départ, c'était qu'on aurait pu partir de l'Espagne, mais c'est quand même en 51 et en 54, le nombre de mois, de jours, tout ça est précis, que Klein va en Espagne. Comme, à l'époque, il n'est pas connu comme artiste. Il fait, paraît-il, là-bas, mais on n'en a aucune trace de fiabilité. Je suis allé voir l'expo d'Amsterdam il y a 4-5 ans. On présente des petits monochromes de cette taille-là. Juste une précision aussi pour la vidéo et pour le jeune public. Il faut comprendre que 1951, les pays fascistes ont été vaincus. Ils ne sont plus du tout fascistes, ils se sont punis, l'Allemagne, l'Italie, le Japon. Mais il y en a un qui reste, sans problème, c'est l'Espagne de Franco, clairement, ouvertement fasciste. Bah, l'Espagne sert de refuge. Je te laisse poursuivre. Yves Klein, bon, c'est bon de préciser ça. J'ai remonté jusque l'importance du fait tu as raison. que Klein va beaucoup fréquenter. Je parle de mon affaire Simenon et le commissaire Maigret. À un moment, on fait ça, qu'on est obligé. Donc on est. Alors après, on dit ah oui. Vous exploitez des trucs, des filières, vous prenez de la barbaque, tout ça, enfin les trucs qu'on entend, c'est assez étonnant quand on travaille comme ça. C'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui l'invente. Quand je vois que à Saragosse, il va donner des cours de judo en plus que Madrid, et il va dans plusieurs pays, à chaque fois, c'est la bourgeoisie moyenne directement inscrite dans la logique phalangiste d'un côté, c'est pas tout à fait pareil, et franquiste de l'autre. Et d'un autre côté, je vois qu'il y a un tel qui a un nom bien flamand, bien belge des Flandres. Et ben, je recherche qui est ce monsieur. Et puis ce monsieur, c'est un type qui est dans la Waffen-SS et dans le rexisme en 43-44. Où est-ce qu'il s'abrite? Il s'abrite chez Franco. Quand monsieur Talon, à chaque fois que je montrais dans un TGV, vous pensez, ce type, je ne suis pas un fou de TGV, mais bon, il y a une certaine puissance intéressante de design. Talon, le designer. Le grand designer des premiers TGV, quand il dit, mais arrêtez de dire que Klein, il est chez Franco. C'est pas vrai. Il est chez Franco de Sarabia. Et Franco de Sarabia, c'est un éditeur-imprimeur chez lequel il travaille, il fait un catalogue. Alors bien sûr, il est chez Franco, mais il n'est pas chez Franco. Il n'est pas chez même Franco. Mais quand on voit que toutes ces sections-là sont des sections toutes liées à la phalange, bon, ça commence à faire beaucoup. D'où, je remercie Oliver, mais là, et tu insistes dans la préface sur Salvador Dali, on est sur les mêmes familles d'esprit. On est sur les mêmes réalités. Moi, je me souviens toujours avec une immense émotion d'une soirée en Espagne, au moment où Franco prend le pouvoir, et il y a, vous le connaissez sans doute, il y a un général qui monte à la tribune, il fait un discours, et à la fin, il crie « Viva la muerte !» Alors, vous avez cette logique-là. Je vais arrêter sur l'Espagne parce qu'après on va prendre trop de temps là-dessus, mais juste par deux faits. J'ai trouvé, grâce aux archives, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Un jour, tout bêtement, au Mans, il y a je ne sais pas si ça va continuer à porter ce nom-là, mais il y a un centre Emmaüs. On publie, nous, cette semaine, un rapport de La Calotte, qui est une belle revue anticléricale, qui déjà en 1954
faisait un article colossal sur l'abbé Pierre. Donc je vais à Emmaüs, comme j'habitais là-bas un certain temps, chercher des bouquins, souvent très bien, des NRF, des tas de trucs, des revues critiques, des revues de philo, il y avait des kilomètres, hein, il y a beaucoup de bouquins. Et je vois alors, la revue Esprit. Bon, Esprit, c'est pas tout à fait mon genre, même je respecte certains articles, c'est une revue plutôt chrétienne, dite de gauche. Personnaliste. Personnaliste. Et puis je vois un article, je pouvais pas mieux tomber, mais c'est pas possible. Le mois même où Klein était en Espagne, j'ai un bilan économique d'une aristocrate, un homme de Suchet ou chose comme ça. Et il donne tous les détails. Les revenus, je suis en train de faire ça, c'est marrant comme l'histoire forcément va se répéter, mais sur Sylvain Maréchal, sur lequel je travaille depuis des mois, c'est-à-dire la question de la vie chère sous Robespierre et comment une des grandes chutes préliminaires de Robespierre, c'est 5 jours avant le 9 Thermidor, il décide que les salaires, tac, on va les descendre d'un coup, quoi. Et d'où le non-soutien qu'il a ensuite de la part du peuple de Paris. Mais là, on est en Espagne. Le tournant de la rigueur, déjà. C'était la rigueur. Ouais. On est en Espagne, et là, c'est quelque chose de terrifiant. On a les prix dans les colonnes et tout, je reproduis tout ça. C'est stupéfiant. Au moment où c'est cette grande crise économique, il écrit, je finirai là-dessus, mais c'est un moment où on ne croit pas ce qu'on trouve. Je vais le centre universitaire de Círculo de Las Artes à Madrid. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques dossiers sur ces peintres-là, les peintres qui travaillent avec Franco. Et là, je vois tout à coup que le général Aunos, ministre de la Justice à ce moment-là, ministre de la Justice, c'est lui qui signe des centaines, voire des milliers d'actes d'exécution, de condamnation à mort. Mon cher Klein, etc. Parce que lui, c'est le papa qui l'intéresse. Parce que le papa, il ne peut pas tout dire en même temps, mais il peint des petites choses sur les places, c'est gentil. Et il serait bien de l'inviter. Et puis, il lui cite des noms de gens d'ailleurs très bien maintenant. À l'époque, il est très jeune, il vient de mourir. C'est Pierre Soulages. Et il dit, bon, j'ai aussi des articles comme ça. Parce qu'il va commencer à fricoter aussi avec cette génération. 54-58, j'en parle dans mon Vaillant, j'interviewe Soulages il y a quelques années. Il voit Klein dans les réunions de famille. Parce que la femme de l'un est copine avec un parent de l'autre, etc. Donc on est aussi dans une forme de convivialité un peu incestueuse, quoi. C'est-à-dire que parfois j'ai l'impression qu'on travaille sur Klein, que je suis à la radio-télévision française, et que tel présentateur et tel ministre, c'est bon, ils se côtoient tous. Mais plus qu'ils se côtoient, ils se marient. Ils font des gosses et tout. Mais c'est incroyable. Quelqu'un qui serait un peu, je dirais, potin de la commère, vous faites des fichiers sur Gala, sur Voici, sur tous ces gens-là, sur Ardisson, sur qui couche avec qui est avec qui et tout. Mais vous dites, mais c'est pas possible d'en arriver là, quoi. Et bien, avec Klein, c'est les copains, des copains, des copains, des copains. L'Espagne, c'est ça. Et l'Italie, bon, ben, on ne peut pas ne pas parler d'Italie, puisque je parle de européen pluriel. Quand il fait sa première exposition de bleu en 56-57 à Milan, Milan qui est une ville liée à la mode, liée à certaines... À la modernité surtout. Comportements de modernité, liés aussi au fric. N'oubliez pas que Manzoni, il va la même année signer sur la cuisse nue de la femme d'un magnat de la saucisse à Bologne. Ceci est une œuvre d'art. Bon, donc il fait un corps humain là aussi, féminin. On est sur une logique où Yves Klein, il fait des bleus. Et sa première exposition de bleu, c'est pas compliqué, on a tous les témoignages, bleu uniforme. Eh bien, il en vend 3, il en vend 4. Il y en a un qui se récuse, qui ne paye pas la toile et qui la rend à la galerie. Et les 3 autres, c'est 3 membres du parti fasciste, dont l'un était le tailleur et le coiffeur de Mussolini. Bon, ex-membre du parti fasciste. Ex-membre. Et lui, il avait une aventure particulière, parce que cette crapulerie-là a aussi du pot. Comment on dit dans le langage populaire, ils ont le cul enveloppé de nouilles. Bordé de nouilles, oui. Bordé de nouilles. Oui. Mais on le condamne parce qu'il est ceci, cela. Il est un des bras droits de Mussolini. Son homme à tout faire, question chic, vestimentaire et tout. Mais à la Libération, il est condamné à mort pour être fusillé. Le peloton tire. Il le rate. C'est, paraît-il, un usage international. On l'a vu dans beaucoup de cas. Il a la vie sauve. Et 14 ans après, il est dans les vernissages de Fontana, il collectionne les Fontana, il lui présente Klein, il arrive là, il est le premier à acheter un monochrome bleu.
Alors, me dire s'il y a coïncidence ou pas, je ne crois pas toujours à ce genre de coïncidence. Il y a trop de convergence pour que ça soit des coïncidences. Étant donné le reste, ça ne peut pas être que du mauvais esprit. Non. Alors, tout Il y a est... une anecdote pour donner envie au public de le lire. Je le mentionne dans la préface. Monsieur Klein est procédurier. Tient beaucoup à ses inventions. T'en parlais, la notion d'invention compte beaucoup. C'est un boutiquier, il veut vendre. Bon. Il a une rencontre avec un architecte qui essaye de lui piquer un de ses concepts, puisque par la suite, les travaux de Klein vont donner lieu à des développements architecturaux de la part de quelqu'un qui s'appelle Claude Parent, qui entre autres a dessiné beaucoup de centrales en France, qui a théorisé... Nucléaire, tout à fait. Théoriser l'architecture à l'oblique. Bon voilà, le sol, vous voyez, c'est plat, c'est un peu emmerdant. Vous pouvez vivre à l'oblique, c'est quand même plus sympa. Claude Parent collabore avec lui. Bon, autre rencontre heureuse. Et comme tu disais, à chaque fois qu'on tire la pelote, c'est de pire en pire. Il envoie une lettre. C'est sur le site d'Yves Klein, d'ailleurs. Vous pouvez regarder, la lettre y est, elle est scannée. Il s'adresse à monsieur Philip Johnson, architecte américain, en lui disant « C'est pas sympa de pas me mentionner alors que c'est moi qui ai l'inventeur de... ce concept magnifique, que je ne développerai pas, vous pouvez regarder. Pas de bol, Philip Johnson, de tous les architectes qu'il pouvait trouver, et américain en plus, est un des seuls qui à l'époque a écrit des articles où il exprime toute son admiration pour Hitler. La boucle est bouclée. Et à chaque fois qu'on s'intéresse à, comme tu disais, ses relations, son milieu, etc., c'est manifestement de pire en pire. Il y avait un autre truc, je l'ai emmené là, je voulais le lire, c'est... j'ai trouvé ça dans Maître ancien de Thomas Bernhard, qui est un livre qui peut intéresser du monde, entre autres pour... je conseille vivement la lecture. Absolument, notamment, ouais, notamment pour sa description de Herr Professeur recteur de l'université de Fribourg, j'ai nommé Martin Heidegger. Et de tous ses fans français à l'époque. Absolument, le nazi préféré des philosophes. C'est un livre très drôle, où il cite l'envie de gloire et d'argent des artistes. Bon, les peintres n'ont pas peint ce qu'ils auraient dû peindre, mais uniquement ce qu'on leur a commandé ou bien ce qu'on leur procurait, etc. Et il dit, ils espéraient obtenir l'argent et la gloire. Tous, ils n'ont peint que dans cette optique, par envie d'argent et par envie de gloire. Pas parce qu'ils auraient voulu être peintres, mais uniquement parce qu'ils voulaient avoir la gloire, ou l'argent, ou la gloire en même temps que l'argent. Tu cites un passage dans ton livre, où Klein dit à un copain un soir, t'aurais pas une idée de truc original à faire, parce que, je cite, j'ai envie de faire du pognon. Est-ce que tu pourrais en dire plus? Oui, bah, il ne le cachait pas, il ne cachait pas ses artistes. Et un jour, il va à New York. Bon, il voulait percer le marché américain. C'est pas facile, parce que vu les enjeux que je décris de lutte contre... On est juste avant 64. Il veut faire du pognon, donc il cherche là-bas. Mais après, il va trouver des joints, c'est le cas de le dire, par les multiples. Or, il y a une mode qui se développe. Moi, je l'ai connu, j'étais au lycée, donc 14-15 ans, en 65. Cette petite bourgeoisie cambrésienne, petit commerçant, tout ça, c'était devenu, touchait quasiment pas à ce moment-là le monde ouvrier, un peu plus après. C'était devenu le dada d'acheter des litos. Tout le monde achetait des litos. Et je me souviens, on était au lycée, je me souviens même en classe de seconde, on parlait de Dali, parce que Dali était très à la mode à ce moment-là en raison de ses moustaches. Parce que lui-même était un showman avant tout. Hein. Oui, il avait... Un genre différent de Klein, mais... La publicité dans laquelle il disait, le chocolat Lanvin existe encore, mais il regardait et il disait « Je suis fou du chocolat Lanvin ». Et nous, comme des crétins de collégiens moyens, on s'amusait dans les cours de récré. « Je suis fou de toi, je suis fou !» Et Dali, c'était cette logique-là. Personnage médiatique, oui. Personnage complètement... Il était beaucoup plus marrant que Klein, faut quand même le dire. C'était à bien des égards une pourriture du même acabit, mais il était plus rigolo. Non, mais il est moins raide. Il savait faire des trucs très très curieux. Par exemple, à New York, il se fait livrer deux barils de goudron tiède, et puis des baguettes de pain, et au milieu de la moquette, il recouvre tout. Bon. Il y avait cette provoque permanente. Mais à l'époque, les litos, monsieur Anne, mon père, exactement à quel moment, il me dit, tu as vu, ça va t'intéresser. Bon, sachant que je l'ai en cours du soir au Beaux-Arts, je regarde et il voit l'information dans le journal qui dit, Dali, il s'est fait piquer, il y a un camion qui s'est fait piquer à la frontière espagnole, avec 800 lithographies, ou sérigraphies, mais plutôt des litos, c'était la litho à l'époque. Non encore signé par Dali, mais pas faite par lui, c'était... Et il signait au kilomètre, quoi.
Oui, et on retombe sur nos pattes, puisque vous le savez peut-être d'ailleurs, mais l'atelier d'Andy Warhol s'appelait The Factory, l'usine, parce qu'il produisait. Et d'ailleurs, au vu de la courte durée de sa carrière, Yves Klein a dû produire de manière assez industrielle, puisque c'est il a produit, en quelques années, c'est quand même impressionnant. C'est là que c'est intéressant pour nos amis qui vont visionner les vidéos, mais je vous encourage à lire les quelques pages que j'écris sur la fortune de sa femme, la fondation. Lisez le livre. Et vous verrez comment, bon, au musée Rodin, je donne les chiffres exacts, on a des règles très strictes en droit français sur les reproductions, les copies, etc. Et il y a certaines sculptures, on n'a pas le droit d'en faire plus de 7. Si vous voulez le baiser de Rodin, on ne va pas en faire 18 marbres, c'est pas possible. Chez Klein, on a autorisé par ses héritiers, on a des multiples qui vont jusqu'à 355 exemplaires. Longtemps, j'allais, il vient de décéder, bon, mais tout le monde le connaît comme de réputation au moins, Maître Cornette de Saint-Cyr. C'était un des grands maîtres-priseurs de la place parisienne, chez Drouot. Et quand j'allais chez lui, bon, je me formais comme historien de l'art et comme critique, j'avais besoin de voir beaucoup de choses. Il avait toujours des ventes de ces gens-là. Mais il vendait des tables, plus basses que celle-ci, de coupe carrée, et il y avait de la poudre bleue. Et il les vendait, et puis j'en voyais une, puis 6 mois après j'en voyais une autre. Alors, discrètement, je connaissais un peu ses employés, tout ça. J'ai dit, mais c'est la même qui a été revendue non, c'est une autre. Et c'est-à-dire que ça partait au kilomètre. C'est-à-dire que on en faisait tout le temps plus. Ouais. Toujours plus. C'est toujours le coup des noisettes, vous savez, toujours plus. Monsieur Plus. Monsieur Plus, d'ailleurs, à l'époque, il y a, enfin après Klein, mais il y a Closet qui a écrit un bouquin qui est extraordinaire qui s'appelle Toujours Plus. Oui. Bon, c'est un rapprochement un petit peu hasardeux. Il y aurait beaucoup à dire sur Closet, mais donc ainsi que ton préfacier à conclure à l'usage des foules nombreuses et intéressées, au-delà même des frontières de l'Hexagone, qui vont être passionnées par cette vidéo et qui vont donc se précipiter pour commander ton livre. Oui, peut-être juste une anecdote avant. Ou une réflexion si on avait une, j'avais sorti tout à l'heure, mais je ne l'ai pas sous les yeux, je la donne de mémoire, grâce à, pareil, une information. Elle est en double détente, ma remarque. Donc j'étais prof aux Beaux-Arts dans plusieurs villes de France, à 39 ans et demi d'enseignement dans l'école d'art, supérieure d'art. Donc on avait des gens qui arrivaient, voilà, nos anciens proches étudiants d'Épinal, qui arrivaient avec un bac ou un bac plus 1, un bac plus 2, et qu'on portait à un master. Quoi. Bon, maintenant il y a des doctorats dans certaines écoles. Et on s'aperçoit que on avait besoin de partenariats et de stages, comme en enseignement supérieur dans tous les domaines. Et on avait signé un partenariat avec le Centre Pompidou. Et là, ça ne va pas être long, on me dit, bon, on déclare le prof responsable de la sécurité, tout le bordel, c'est pas rien. Et on faisait nos répétitions un mardi, alors que c'était fermé. Et puis, la dernière fois, ce jour du vernissage, c'est la dernière fois où j'ai vu mon ami Pierre Borja, l'écrivain, qui était un type fabuleux. Il est venu là et puis il a assisté à ça. Les étudiants préparaient des performances ou des choses ou des actes ou des lectures de textes. Devant, il y a une douzaine d'années. Et devant l'étoile. Alors forcément, il n'était pas question qu'ils fassent les cons, enfin, excusez-moi de l'expression, devant un Pollock ou devant un Joseph Beuys, quoi, qui coûtait une fortune. Donc il y avait des questions de sécurité. C'est l'époque où Pacman dirigeait Pompidou. Et on avait des badges, et on avait les endroits, des vestiaires, où ils pouvaient se changer, se préparer. Et moi j'étais responsable comme prof de la bonne tenue de tout ça. Ça se passait au musée Pompidou? Oui, au Pompidou. C'était les jeudis, on appelait ça les jeudis, très anglais. C'est plus chic. C'est plus chic, les jeudis au Pompidou. Donc, l'étudiant était là. Et puis, à un moment, bon, une de mes étudiantes, je me souviens toute ma vie, c'était une image tellement belle, quoi. Elle avait préparé soigneusement une jupette un peu de ballerine. Et puis il y avait facilement détachables des petites bandes de tissu avec des petites phrases poétiques de son cru, quoi, avec des mots comme ça, parfois comme ça, mais et elle arrive, elle se fait une petite occasion devant elle, et elle tombe. Pierre était là, et vous savez que Pierre Borja devant des bouquins là, il y en a partout. C'est moi qui est dans le dictionnaire des sexualités, c'est moi qui ai fait sa nécro, et chez Lafont.
Eh bien, elle arrive, elle lui dit, monsieur, servez-vous. Pierre, il était rouge comme une tomate. Toute sa vie, il avait écrit des bouquins érotiques, quoi. Et il me dit, mais écoute, là, c'est un peu trop, quoi. J'ai un vieux cœur. Et là, on va là, et puis de temps en temps, donc j'avais la clé, me dire, quel rapport entre Pierre Bourgeat et Klein. Je vais dans les bureaux, où j'avais le droit avec mes 7-8 étudiants, à se prendre un verre d'eau fraîche, et d'ailleurs, il sera le bienvenu, et puis à se prendre du café, etc. Et là, dans les bureaux d'imaginez de Pompidou pour le personnel, il y a aussi des panneaux, comme la loi l'autorise encore, peut-être que ça va bouger, peut-être maintenant avec le nouveau gouvernement, mais on a le droit, enfin, je dis les CGTistes, c'était vraiment le cas, mais les syndicats, quels qu'ils soient, avaient le droit de mettre des panneaux d'information. Et il y avait un syndicat, qui est d'ailleurs celui que je viens de nommer, qui avait dit, mais c'est quand même gonflé que nous, Centre Pompidou, nous employés, etc., nous gardiens, nous secrétaires, enfin, beaucoup de monde, hein, on soit obligé de tolérer la présence dans ce bâtiment d'un type dont le livre de chevet est Hitler. Alors, ce jour-là, j'avais déjà pas mal de choses à dire sur Klein, et là, j'ai dit, je vais passer à l'acte 3. Je vais aller jusqu'au bout pour aller voir jusqu'où ça peut tenir. Et puis, on finira là-dessus, si vous voulez bien, merci. C'est en 60, il est mort en 62, c'est pas compliqué. Certains savent à peu près la carrière du papa de la dame qui veut être la maman de tous les Français. À l'époque, il a déjà torturé en Algérie. On a déjà retrouvé le fameux poignard qui est maintenant au musée d'Alger. Oui, c'est vrai, tu as oublié de parler des rapports avec Le Pen. Oui. Et avec Le Pen, je finirai là-dessus. Et un jour, il lui dit, Le Pen lui dit, tu me montres ton atelier. Il l'emmène dans son atelier. Et là, j'ai ça par... C'est magnifique, parce que c'est des hasards qui rendent heureux, quoi. J'ai ça par la fille de Pastoureau. Pastoureau, c'est le spécialiste français des couleurs. Le bleu, et c'est quelqu'un de remarquable. Il a fait toutes les couleurs les unes après les autres, mais il a publié 40 bouquins sur le sujet. Et sa fille, elle dirige une revue qu'on a dans les aéroports, un truc un peu luxueux, qui s'appelle Citizen K. Bon, du titre du film. Et elle fait une publicité, enfin, elle fait un publi-reportage sur Le Pen et les arts. Mais un truc luxe, hein, vraiment luxe. Photo de Helmut Newton avec Le Pen et son Je crois que Danois. c'est même Le Pen ami des arts. Ami des arts. Ça, un truc comme ça, ouais. Et elle fait un truc luxueux. Et moi, je vais bien sûr me le procurer. Je téléphone, il n'était plus en kiosque. C'est pas le genre de truc qu'on trouve facilement. C'est en vue de luxe à 10-12 balles, papier glacé. Elle me dit, monsieur le Luc, je vous l'envoie. Bon, j'avais opportunément été gentil en disant que j'étais beaucoup sur mon papa dans le bouquin, sur les blocs Klein, parce qu'il est très critique là-dessus aussi. Et elle m'envoie le bouquin et je vois une interview détaillée, mais détaillée, intéressante sur 36 points, mais on va arrêter là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les... je voulais passer la semaine dernière, j'ai dû te le filer. On a le bas de l'article à gauche, je me souviens toute ma vie quand j'ai découvert ça, grâce au Canard enchaîné. Canard enchaîné qui dit, tiens, Klein connaissait bien... Et puis, ils mettent quelques extraits, mais pas assez pour moi, donc il me fallait la revue. Et il dit dans le Canard enchaîné, ouais, l'expression est juste, on picolait ensemble. Puis à un moment, il a voulu me donner un truc bleu, etc. Et je vais dans le magazine et il déclare aux journalistes, il a voulu me donner un truc bleu, Klein il dit, Le Pen dit oui, il a voulu me donner un truc bleu, il me dit, oh, ça c'est pour toi. Et puis il lui a dit, le journaliste lui dit, mais vous savez qu'un truc comme ça coûte, c'est pas exact, c'est 1 million à peu près pour un petit format, mais il coûte 3-4 millions d'euros. Il dit que je suis con, j'ai dû le foutre dans un coin, je le cherchais après, mais je sais plus où je l'ai foutu, quoi. Mais oui, vous avez quelqu'un qui est là au moment, à l'époque poujadiste, et on est toujours dans la même famille, quoi. Absolument. Une dernière remarque, puisque tu l'as cité. Sachez que le Centre Pompidou a été dessiné, c'est ma déformation professionnelle qui parle, par Richard Rogers, architecte, avec Renzo Piano, pour fabriquer, je cite, un supermarché de la culture, ce que vous avez tous eu l'occasion de constater si vous y êtes allés, je pense. Et l'autre chose, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, t'as pas parlé de ça, on va le citer comme ça pour finir. Si on est un bon boutiquier, poser des brevets, c'est quand même une chose qui se fait, d'où le bleu Klein international que vous pouvez voir sur la couverture. Il est en procès permanent avec ça. Il est en procès permanent avec ça, absolument. Mais bon, après, on va pas... Dans les écoles d'art, à un moment, j'étais nommé dans une école... je travaillais beaucoup avec des écoles de design, une école sur le textile. Et forcément, les grandes écoles historiques françaises, à Nancy, c'est plutôt la typo. Et là, l'école de Limoges et Aubusson, qui ont fusionné, sont spécialisées l'une dans la céramique, ce qui ne surprend personne, et l'autre dans le textile, le design textile. Et là, le prof de design textile, je crois que c'est
teinturier, on avait un teinturier parmi ce qu'on appelle le corps des profs d'école d'art, on devait être 800-900 en France. Et il y en avait un seul qui était teinturier, faisait son boulot, il préparait ses... Et puis tous les ans, les premières années, il les défraîchissait en disant « Bon allez les filles, les gars, boum, un vieux limojo. » Et il disait allez, ramenez des vieux jeans, ramenez des trucs, ramenez des choses colorées, du jaune, du rouge. Et puis on va faire quelque chose la semaine prochaine. Et il se préparait lui-même une mouture quasiment identique au IKB. Et puis ils étaient là, c'était beau à voir, ils étaient tous là, bleus jusque-là. Ils plongeaient les mains dans tout ça. Et puis bon, ça aurait été indécent qu'ils le revendent, mais ils rentraient chez eux avec un clin. Voilà. Donc, et c'était aussi un symptôme de comment moderniser et montrer qu'on est moderne à Aubusson, dans cette vieille ville, en faisant du clin. Quoi. Eh bien, ça me paraît une excellente conclusion. Bravo, merci. Peut-être des questions sur le temps, non ? Et donc maintenant...